Bonsoir. C'est avec un grand plaisir que nous tenons à organiser véritablement cette émission avec le site Ndarani. Une émission qui a pour objectif tout simplement de servir aux élèves de la terminale et plus précisément sur une matière qu'on nomme la philosophie. Alors nous savons que compte tenu de la Covid-19, les heures sont trop réduites même. Donc là, nous avons senti l'opportunité de faire un geste noble, alors qui consiste véritablement à vous servir, c'est-à-dire expliquer certains détails, mais aussi tout simplement essayer d'en débattre avec vous sur certains sujets. Donc c'est juste l'occasion pour remercier le site Ndarani, mais aussi en collaboration avec Ousmane Diallo. Donc là, on va essayer tout simplement d'expliquer des thématiques, mais également des sujets d'appui pour permettre aux élèves de mieux s'en saisir. D'abord, la première interrogation va nous porter véritablement sur la place actuelle de la philosophie. Et je pense même que donc, le sujet qu'on va proposer, c'est quoi? La philosophie est une pensée caduque en déphasage avec nos préoccupations actuelles. Alors, partant de cette logique, qu'est-ce qu'on peut en retenir? D'abord, il faut passer par, comment dirais-je, la procédure de décortiquer le sujet pour en avoir une idée plus claire. Il s'agit tout simplement de la place de la philosophie, mais également, si on dit que la philosophie est une pensée caduque, ça veut dire qu'elle est ancienne, qu'elle n'est plus sujet d'actualité, mais également elle est en déphasage, c'est-à-dire elle est en contradiction avec tout simplement nos préoccupations actuelles. Mais qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi la philosophie n'arrive plus à jouir d'une grande fécondité à notre époque? C'est parce que tout simplement, d'abord, elle semble être essentiellement théorique. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à avoir une possibilité pratique, comme qui dirait de belles paroles agréables à l'oreille, également prisonnières de la symphonie. Certains même vont dire un jeu de cache-cache intellectuel qui ne mène à rien. D'autres aussi diront véritablement que la philosophie semble même être une pensée abstractive, c'est-à-dire elle nous détache même donc des préoccupations. Pour comprendre cela, elle semble être une critique incessante sur nos manières de voir, nos manières habituelles de penser. Elle semble également nous détourner de nos préoccupations premières, parce qu'étant tout simplement une pensée qui ne fait que critiquer véritablement, donc en tout cas le domaine du sacré, je veux dire par là la morale, je veux dire la religion, je veux dire les normes, les règles, entre autres. Mais mieux encore, quand on nous dit qu'elle est une pensée caduque, c'est parce qu'elle semble s'intéresser sur des thématiques qui ne font plus sujet d'actualité. Je veux parler des questions d'ordre métaphysique, à savoir véritablement les questions qui touchent en tout cas la mort, qui touchent la liberté, qui touchent tout simplement notre devenir, entre autres, et ces questions-là semblent être abstraites parce que nous n'avons pas des réponses certaines, nous n'avons pas des réponses sûres. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle certains semblent dire qu'il faut même annoncer la mort de la philosophie, et surtout avec des questions métaphysiques qui ne mènent absolument à rien. D'autres même vont dire, comme Augustin, que la métaphysique est une maladie chronique de l'esprit, et d'autant plus que paraissent les démonstrations, finissent les aberrations. Qu'est-ce que dire? Si on a la possibilité de démontrer avec une objectivité, on n'en a plus besoin tout simplement de ces abstractions qui ne font que l'heure. Mais mieux encore, elle semble connaître une régression. Cela semble s'expliquer par le développement fulgurant de la science et ses applications techniques. Nous savons que notre monde moderne est gouverné par la science et ses grandes réalisations. La science, y compris ses applications techniques qui semblent être évolutives, progressives, également avec des réalisations, des bienfaits énormes. On parle d'industrialisation, mécanisation, transport, Internet, vaccins. Dans tous les domaines, les sciences comme les techniques semblent éblouir le monde. Ça rappelle même les propos véritablement de Ferdinand Alquier, quand il nous rappelle les critiques provenant de des détracteurs de la philosophie. Il nous rappelle qu'assurément la philosophie est à notre époque attaquée de toutes parts par les pseudo-philosophes qui sont éblouis par les découvertes de la science, par les techniciens qui pensent que la philosophie ne peut pas transformer le monde, par certains réactionnaires ou révolutionnaires qui pensent que la philosophie nous détourne même des tâches sociales, mais la philosophie se laisse maladroitement intimider. Elle sait que ces attaques ne datent pas d'aujourd'hui, et ce n'est pas à notre siècle que Socrate a été mis à mort par la cité toujours hostile. Et la philosophie, même si elle semble être une pensée théorique, elle semble être une investigation rigoureuse de la vérité. Et je pense que si on arrive à cela, on peut même en ajouter face à la maladie de la Covid-19, on peut se demander, est-ce que la théorie de Kant ou de Hegel pourrait servir à soigner un enfant qui est malade? Vous direz pratiquement non. Et voilà les grandes questions qui semblent véritablement dire que la philosophie semble être une pensée caduque. Et mieux encore, on peut se demander où sont les grands penseurs qui avaient l'habitude d'innover, en tout cas dans le champ de la réflexion philosophique. Où sont les Kant? Où sont les Hegel? Où sont les Marx? On dirait même que la philosophie se nourrit de parents pauvres. Voilà la grande interrogation. Ce sont les raisons qui semblent véritablement dire que la philosophie n'a plus sa place. Elle semble être une perte de temps. Elle n'a joué plus d'une audience considérable au sein de l'opinion. Mais on peut se demander
Vous savez que déjà, ce qui fait le grand défaut même, c'est ça, c'est-à-dire que dans un deuxième raisonnement philosophique, il ne s'agit pas de dire oui et de dire non, il faut nuancer dans la deuxième partie. D'ailleurs, on va admettre que la philosophie ne donne pas de solution matérielle. Elle ne peut pas transformer le monde. On ne peut pas demander aux philosophes de construire des ponts ou des routes bitumées, tel n'est pas son objectif. Mais l'objectif du philosophe, c'est de transformer véritablement donc la conscience de ce qui transforme le monde. Et je pense que ça explique les propos de Marcus Huber, qui nous rappelle au demeurant que la philosophie ne transforme pas le monde, mais elle transforme la conscience de ce qui transforme le monde. Mais mieux encore, on peut aller plus loin dans la réflexion pour se demander les sciences, les techniques, est-ce que ces dernières ont entièrement libéré l'humanité? On peut se rappeler que René Descartes, dans le discours de la méthode, et plus particulièrement dans la sixième partie, il avait bien conçu que seules les sciences et les techniques rendraient l'homme maître et possesseur de la nature. Mais on voit de nos jours que les sciences comme les techniques semblent perdre le contrôle de leur succès. Elles avancent de manière progressive, étant éblouies de leur succès, leur décharge semble retourner contre l'humanité pour nous détruire. Les conséquences sont là. Et je pense véritablement que la science a des limites. On doit admettre les limites de la science et la science ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il y a certains domaines également qui dépassent les compétences de l'entreprise scientifique. Parce que la science, pour donner des réponses, il faut qu'elle procède par des expérimentations, des observations. Or, certaines réalités de la vie dépassent véritablement les réalités, en tout cas qui touchent en tout cas l'expérimentation ou la démonstration. Je veux parler des questions d'ordre métaphysique, parlant de la question de la mort, la question de notre destinée, la question de la liberté, la question même après la mort. Toutes ces questions nous intéressent alors que la science, elle reste muette. Elle ne donne pas de réponse. Et d'ailleurs, on se rappelle même les propos du philosophe allemand Georges Gustave, qui dira même que malgré la présence de la science, malgré la présence de l'esprit scientifique, il y aurait toujours des questions, en tout cas que la science n'allait jamais donner de réponse. Et je pense que ce sont les questions d'ordre métaphysique. Mais on peut aller plus loin encore pour se demander le temps même, les scientifiques ont du mal à donner, parce que le physicien va te dire tout simplement la succession invariable des secondes, des minutes, des jours, des mois, des années, mais ça, c'est pas le temps. Le temps, c'est les émotions, c'est ce que nous vivons. Mais mieux encore, le temps semble être un mystère et également que ça veut dire une clarté. Ça veut dire quoi? Si on me demande de l'expliquer, je ne le sais pas, mais si on ne me le demande pas, je le sais. Ça veut dire que le temps est un mystère et une évidence à la fois. Mais mieux encore, la réponse même du temps pose problème de temps, parce que pour parler du temps, il faut du temps, et pour ce temps-là, il faut avoir tout le temps du monde pour définir le temps. C'est pourquoi la conception du temps pose un problème de temps et dérange le temps en tant que temps. Le temps échappe, le temps déjà, et on a même du mal à le définir. Et je pense que la philosophie peut apporter des réponses par rapport à ces questions, en tout cas qui dépassent tout simplement l'orgueil des sciences. Mais mieux encore, on peut se demander, est-ce que notre époque moderne est réellement meilleure? On va dire non, le monde n'est pas moralement meilleur. Pourquoi? On assiste véritablement à des guerres, à des conflits, au racisme et également aux inégalités sociales, la barbarie, entre autres. Et le rôle de la philosophie, c'est quoi? C'est de conscientiser. C'est de permettre aux hommes de mieux vivre, également de se procurer le bien-être. Pour comprendre cela, on peut se rappeler tout simplement de Claude Lévi-Strauss. Il a eu à nous rappeler de la manière la plus performante que tous les hommes et toutes les cultures même se valent. Il n'y a pas une culture plus avancée ou moins reculée, et le rôle de chaque culture, c'est de mettre en perspective des valeurs qui sont exactement les mêmes pour chaque peuple. Chaque peuple a une science, a des techniques, a des croyances, des savoir-faire qui sont exactement les mêmes. Et je pense même que cette expression, en tout cas en est de taille, quand il nous dit que le véritable barbare et en est celui qui croit à la barbarie. Et je pense que même avec la maladie de la Covid-19, je pense qu'il y a des interrogations. On doit comprendre, au-delà des clivages sociaux, au-delà des problèmes, l'humanité en est une entière et indivisible. Je veux dire par là, on doit s'entraider, on doit s'aimer, qu'il y ait la solidarité, que tous les hommes sont les mêmes. Et ce n'est même pas la culture en tant que telle qui peut diviser, mais certains hommes qui sont animés par des sentiments malsains et malveillants qui voudraient imposer leur culture aux autres. Mais la culture en tant que telle ne saurait diviser. Et en dernière instance, on peut même en ajouter le bien-être que la philosophie pourrait donner à l'homme. Rappelez-vous tout simplement que l'objectif final de la philosophie, c'est de donner à l'homme. La philosophie est un amour de la sagesse. Et cette sagesse-là, non seulement peut être vue comme étant la connaissance, l'ensemble des connaissances, en tout cas que l'on pourrait en avoir, c'est tout simplement le bien-être. Et ce bien-être-là en philosophie, c'est tout simplement le bonheur, qui ne correspond pas tout simplement à vouloir vivre comme on veut, mais également avoir ce qu'on appelle l'équilibre. Je veux dire par là la paix de l'âme, ou si vous voulez, l'ataraxie. Et je pense que les stoïciens
stoïciens, les épicuriens en ont largement parlé. Mais mieux encore, la tolérance, l'acceptation, je pense que les propos de Kant en enseignent grandement et je pense que la fois passée, le discours du président en est illustratif avec les propos de Kant, agir de telle sorte que les maximes de tes actions puissent être érigées en actions universelles. Il ne faut pas faire à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Pour dire tout simplement que la philosophie a bel et bien sa place et l'homme ne peut se passer de la philosophie comme le voudrait Karl Jasper. Seulement, ce qu'il faut retenir, la philosophie a des limites, elle ne peut pas donner une solution pratique ou transformer le monde, mais elle peut transformer la conscience de ce qui les transforme, elle peut nous orienter dans nos actions, elle peut nous guider dans nos pas, elle peut nous éclairer tout simplement, mais aussi étant une investigation rigoureuse de la vérité. Telle était la première problématique qu'on tentait tout simplement d'en résoudre avec la question à savoir, est-ce que réellement la philosophie a-t-elle sa place ou est-ce que la philosophie en est une pensée caduque qui semble être en développement? Donc le deuxième point, on va s'intéresser sur le problème de la raison. Et je pense qu'aussi un point essentiel, mais ici on a proposé un sujet à savoir peut-on faire foi à la raison. Et je pense qu'aussi une manière de préciser, de faire très attention, parce que souvent les élèves quand ils voient foi, ils pensent que c'est la religion, c'est la croyance, il faut faire très attention. Je pense que la question est précise, peut-on faire foi, c'est-à-dire peut-on légitimer, peut-on faire confiance à la raison. Mais qu'est-ce que la raison ? La raison semble être cette faculté pensante qui permet à l'homme véritablement d'identifier son être, parce qu'étant l'excellence propre de la raison, l'homme est le seul être capable de réfléchir, de raisonner, en tout cas, mais l'animal est dépourvu de raison. Alors que donc d'ailleurs, quand on dit que peut-on faire essentiellement confiance, c'est parce que la raison peut arriver à nous guider dans nos recherches de la vérité, parce qu'on dit souvent que la raison étant notre meilleur guide, la raison étant notre meilleur guide pour découvrir la vérité, elle permet tout simplement de faire la part des choses, de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Mais mieux encore, la raison également semble être le moyen essentiel qui permet même à l'homme de mieux croire. Parce que dans le domaine de la croyance, il y a deux manières de croire. Il y a de bonnes croyances et de mauvaises croyances. Les bonnes croyances consistent véritablement à savoir ce que l'on croit, c'est-à-dire de faire une évaluation critique pour ne pas sombrer dans l'ignorance ou le fanatisme. Et déjà, Blaise Pascal nous rappelle tout simplement que le croyant doit faire ce qu'on appelle tout simplement un conflit intérieur, c'est-à-dire il ne s'agit pas de croire aveuglement. Et là, on doit faire appel à la raison. Mais mieux encore, pour comprendre en tout cas que la raison est utile tout simplement dans le domaine de la croyance, on peut aussi montrer, toujours avec Blaise Pascal, qui nous rappelle que donc on doit éviter ce qu'on appelle la croyance d'un charbonnier. Et alors, qu'est-ce que la croyance d'un charbonnier? C'est le fait de croire aveuglement, c'est le fait de croire en tout fanatisme sans autant faire l'usage et l'interpellation de la raison. Mais mieux encore, la raison même semble être ce qui anime l'histoire universelle. On a eu à le rappeler avec Hegel, pour simple raison, donc tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel. Hegel même nous rappelle que tout ce qui se fait se défait et tout ce qui se défait se fait et se défait et tout se comprend par la raison. La raison explique le monde, mais pour comprendre le monde, il faut aller à la fin de l'histoire, la comprendre et l'expliquer de manière rationnelle. Ça veut dire quoi? La raison semble être notre meilleur guide pour nous permettre de parvenir à la vérité, parce qu'elle dénonce tout simplement les faussetés, les illusions de sens, les illusions de sensation, mais également la raison semble nous orienter dans nos pas, dans nos actions. Elle nous permet véritablement de bien se comporter, c'est-à-dire tout simplement de faire usage à une certaine moralité, en tout cas pour essayer de se départir de tout ce qui est animalité en nous. Mais aussi, on a dit que la raison même peut éclairer notre foi, c'est-à-dire elle peut nous permettre de bien croire. Alors, mais même si la raison semble être véritablement ce qui donne à l'homme ce grand pouvoir, parce que revenons tout simplement, toujours avec Blaise Pascal, dans les pensées, l'homme est un roseau pensant, c'est-à-dire l'homme étant même le plus faible de toute espèce, mais étant donc en tout cas le plus doué, parce qu'ayant le pouvoir et la capacité de pouvoir tout dominer, de dominer le monde et de le transformer, d'être maître et possesseur même de la nature. Mais malgré tout aussi, la raison a des limites. La raison a des limites dans certains domaines. Il y a certains domaines dont la raison ne peut pas faire une investigation, dont la raison connaît des limites. Déjà, on peut parler domaine des noumènes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a certaines, comme le voulait Kant, quand je parle de noumènes, ce sont les réalités qui se situent au-delà de l'expérience sensible. Je veux parler tout simplement des questions qui dépassent l'expérimentation. Dans ce cas de figure, la raison n'a pas un pouvoir. Kant même nous rappelle dans Prolegomènes à toute métaphysique future, où il a eu à montrer les limites de la raison pure. Kant nous rappelle que la raison n'a de pouvoir que dans le monde sensible. C'est-à-dire, toute son investigation se limite dans ce monde-là. Mais il nous dit dans le monde des noumènes, la raison est vouée à des échecs. Kant nous rappelle véritablement
que la raison humaine est soumise dans une partie de ses connaissances, qu'elle ne peut s'empêcher elle-même de faire tout simplement ou de poser certaines questions qu'elle ne saurait résoudre car elle dépasse de loin sa portée. La seule expérience possible par la raison, c'est par expérimentation, mais au-delà de l'expérimentation, la raison humaine est vouée à des échecs. Et quand on nous dit véritablement, à un moment donné, il faut faire une investigation maximale de la raison afin qu'elle connaisse des limites, et là on les remplace par la foi. Et mieux encore, donc, on voit tout simplement que la raison humaine ne peut pas exercer dans certains domaines, à savoir le domaine de la métaphysique. C'est d'ailleurs ce qui explique les propos de Kant. Pourquoi Kant a choisi véritablement de renoncer tout simplement au pouvoir de sa raison. Il a même dit, j'ai dû abolir ma raison tout simplement pour la substituer de la foi. Mais mieux encore, on peut comprendre que la raison a des limites parce que aussi, dans le domaine de la croyance, on sait que c'est la sensibilité du cœur. Parce que dans le domaine du savoir, c'est le domaine de la partie pensante. Mais le domaine de la croyance, c'est le domaine de la partie sentante. Et alors, dans le domaine de la partie sentante, on sait que c'est le cœur qui domine, qui semble prédominer. On sait qu'avec Pascal, on croit avec le cœur et on raisonne avec la raison. Ce qui veut dire quoi? Pour croire en Dieu, on n'a pas besoin d'interpeller la raison ou bien elle doit venir au second plan. Pour dire tout simplement que dans le domaine de la croyance, c'est plutôt le cœur qui se situe au premier plan. Mais mieux encore, on sait véritablement qu'il y a certains penseurs qui essayent de nous rappeler, c'est des poètes. Vous savez qu'en philosophie, toute illustration qui rime avec la logique de votre sujet, vous en avez droit. Il y a certains auteurs qui se nomment surréalistes, comme le nom l'indique même. Surréalisme, c'est ce qui est au-delà de la réalité. Et d'après ces penseurs, que ce soit André Breton, Desnos, René Char, Guillaume Métry, Paul Aragonant, Paul Éluard, Choupol, ils nous disent que tout simplement, ce n'est pas la raison qui permet de mieux connaître. Eux, ils font confiance à l'écriture automatique, le cadavre exquis, mais également ils font confiance au pouvoir de l'inconscient. D'ailleurs, même telle est la définition qui a été donnée par André Breton, quand il nous dit un automatisme psychique sur lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, toute logique en dehors de la dictée exercée par le contrôle de la raison. C'est dire tout simplement, c'est quelque chose qui est automatique, qui ne fait pas appel à la raison. C'est dire que la raison humaine, elle connaît des limites. Avec la découverte de l'inconscient, Sigmund Freud aussi, le psychanalyste, nous rappelle véritablement que le moi n'est pas toujours maître chez lui. Ce qui veut dire quoi? Même Paul Valéry nous rappelle que la conscience règne mais ne gouverne pas. Ce qui veut dire que la raison véritablement donc a des limites. Pourquoi? Parce qu'avec la découverte de l'inconscient, on peut sans doute comprendre que même c'est l'inconscient qui semble même prédominer véritablement la conscience ou le pouvoir de la raison. Pour dire véritablement que donc la raison n'est pas toujours maître, en tout cas pour permettre à l'homme de bien agir ou bien de bien réfléchir. D'autant plus que même si elle a une importance, elle connaît des limites dans certains domaines. On a eu à parler le domaine des noumens, c'est-à-dire à savoir le problème métaphysique. Alors on a eu à parler également dans le domaine de la croyance également, il est préférable tout simplement donc de faire appel à la sensibilité du cœur et non pas à la démonstration rationnelle. On a eu aussi à parler avec la découverte de l'inconscient, on a eu à voir véritablement que c'est l'inconscient qui semble même dominer ou prédominer véritablement même le pouvoir de la conscience. Voilà tout simplement ce qui explique la deuxième partie, à savoir. Donc, ce qu'il faut retenir, la raison semble avoir une importance capitale, mais cela ne veut pas dire que la raison peut arriver à tout résoudre ou bien on peut la faire essentiellement confiance parce qu'elle connaît des limites dans certains domaines. Et même dans le domaine de l'amour, on peut même dire également que c'est le domaine, on parle avec les changements inconscients. Ça veut dire quoi? On sait que c'est la sensibilité du cœur. On sait que la raison n'a pas sa place ou bien on vient au second plan. Qui sait et qui peut l'expliquer? On peut comprendre véritablement que le cœur est au centre même d'abstraction de la folie. C'est la raison pour laquelle donc qui aime véritablement devient fou. Donc là, la raison n'a pas toujours sa place et la raison ne peut pas tout expliquer. Voilà. Voilà. Pour le dernier point, on va s'intéresser sur la différence ou la diversité des systèmes philosophiques. En tout cas, un débat qui semble être trop riche, en tout cas qui essaie tout simplement d'interpeller, à savoir si la pluralité, c'est-à-dire la mésentente ou la divergence des opinions en philosophie pourrait compromettre ou remettre en cause, si vous voulez, la philosophie. Alors souvent, un débat, en tout cas, qui semble dire que donc la philosophie semble être une pensée vaine, dépourvue de tout intérêt pratique. Elle n'est tout simplement qu'une perte de temps, une pensée périlleuse. Et qu'est-ce que semble l'expliquer? Parce que tout simplement, c'est une diversité des opinions. On sait que dans les autres domaines,
soit on propose des vérités dogmatiques, des vérités sacrées, je donne l'exemple de la science de la religion. À l'inverse, la philosophie se veut critique, se veut ouverte, se veut subjective. Elle est subversive et subjective à la fois, je veux dire critique, mais également le domaine des opinions personnelles. Et chacun est libre de donner son avis, sa pensée. Certainement, il n'est pas dit aussi que donc là, il s'agit de dire n'importe quoi ou n'importe comment, mais il s'agit tout simplement d'élaborer des thèses cohérentes, logiques et rationnelles. Mais malgré tout, l'opinion y voit tout simplement une pensée dépourvue de toute valeur, dépourvue de tout sens. Cela semble s'expliquer dans la mesure où certains y voient la philosophie comme étant les spectacles de découragement, où les philosophes ne font que s'opposer en s'opposant. Je veux dire par là que chaque philosophe essaie tout simplement de remettre en cause, soit de manière radicale, soit de manière partielle, tout simplement les propos d'un auteur antérieur. Et cela ne semble pas militer en faveur de la philosophie. Mais encore, on se rappelle même la critique sévère de Rousseau à l'égard des philosophes. Il a eu à nous dire que les philosophes, en les regardant parler, c'est comme qui dirait des charlatans, où chacun crie de son côté pour dire « venez vers moi, c'est moi seul qui ne me trompe point ». Alors c'est dire véritablement que donc là, et même Heidegger a eu à nous rappeler véritablement à quoi peut servir la philosophie ou les amis de la sagesse si ces prétendants, tout simplement penseurs, n'arrivent jamais à se mettre d'accord. Ça veut dire que c'est une pratique où les pratiquants n'arrivent jamais à s'accorder. D'ailleurs, la meilleure manière même de l'affirmer, c'est de dire que la seule chose ou la seule idée dont les philosophes sont d'accord, c'est parce qu'ils sont tous d'accord qu'ils ne seraient jamais d'accord. C'est dire qu'il y aura toujours un débat contradictoire et même le bon élève est appelé à tuer son maître. On parle même de parricide. Mais mieux encore, pour comprendre pourquoi la différence des, des pensées ou des opinions ne semble pas, en tout cas, bénéficier d'une audience considérable au sein de l'opinion. Certains même diront que la philosophie en est tout simplement que belle parole, agréable à l'oreille et totalement prisonnière de la symphonie. Un jeu de cache-cache intellectuel qui ne mène à rien. Les philosophes ne font que se contredire. Et on voit le plus souvent, l'élève philosophe est appelé à remettre en cause l'enseignement de son maître. L'histoire de la philosophie ne manque pas de nous donner des exemples précis. On se rappelle véritablement Aristote qui a eu à remettre en cause l'enseignement du maître, Platon, parce que Platon, il avait considéré que les vérités ne se trouvent pas dans ce monde sensible, mais plutôt dans le monde intelligible. Il est dualiste, alors qu'il avait même dit véritablement que tout ce qui relève du sensible relève de la fausseté, relève tout simplement d'une simple photocopie, alors que les vérités sont dans le monde intelligible. Il avait même dit qu'il ne va pas épouser la fille d'un ingénieur sous prétexte que son père touche le sable. Mieux encore, Platon avait dit que pour atteindre la vérité absolue, il faut commencer par l'amour de soi, l'amour du corps, l'amour d'un corps, l'amour de beau corps, l'amour de belle âme, l'amour de belle vertu pour accéder à l'amour qu'on peut atteindre que par une conversion dialectique. Mais quelle que soit la pertinence de l'idée, son élève Aristote ne va pas partager parce qu'il lui a même révélé qu'il l'aime trop, mais il aime la vérité mieux que lui. Cela veut dire quoi? Quand Platon mettait le doigt en haut pour dire à ses élèves que les vérités résident dans le monde intelligible, alors qu'Aristote mettait le doigt en bas pour montrer, parce que lui, il était un physicien, alors que Platon, lui, était métaphysicien. On se rappelle de Blaise Pascal et Descartes. Descartes, véritablement, étant même un croyant, on se rappelle véritablement, c'est par pur hasard que son Dieu ait pu ressembler au Dieu de l'Église. Il a même eu à le montrer au discours de la méthode. Ma mère était grandement chrétienne, mais je n'ai jamais lu la Bible. C'est par pure démonstration qu'il arrive à démontrer l'existence de Dieu. Contrairement avec Blaise Pascal qui pense que la croyance est dans le domaine de la sensibilité. Mais mieux encore, on se rappelle de Hegel et Marx. Marx avait fini même par remettre en cause l'enseignement du maître en disant ceci, alors que la philosophie de mon maître mérite d'être redressée car elle a la tête en bas et les pieds en haut, moi-même je vais les redresser. C'est dire que l'histoire de la philosophie est ainsi faite où l'élève est appelé souvent à remettre en cause l'enseignement du maître. Et l'opinion y voit une perte de temps, une pensée périlleuse. Une pensée qui ne prétend pas résoudre ou régler les problèmes de l'humanité, elle n'en sert absolument à rien. Et comparée à la science qui donne des résultats apodictiques certains, ou parce que c'est tout simplement l'union des travailleurs de la preuve des esprits compétents comme le voulait Bachelard, un ensemble de connaissances cohérents objectifs qui partagent les mêmes résultats, soit des démonstrations, soit des expérimentations dans des laboratoires avec des résultats certifiés, alors que contrairement à la philosophie dont ces pratiquants n'arrivent jamais à se mettre d'accord. Voilà ce qui fait dire à l'opinion que la différence idéologique ne semble pas militer en faveur, mais plutôt ça semble militer en défaveur de la philosophie. Mais dans la deuxième partie, on va admettre l'idée selon laquelle que la philosophie n'est pas le domaine de la singularité, mais plutôt le domaine de la pluralité. Parce que la philosophie, véritablement, n'est pas le domaine de l'apprentissage. Quand on nous le rappelle, on n'en est pas philosophe, mais on ne peut qu'apprendre qu'à philosopher. C'est un apprentissage personnel, méthodique, mais un apprentissage personnel. Alors, mais mieux encore, on peut comprendre que cette différence idéologique
idéologique ne saurait en aucune manière compromettre la philosophie, mais milite en faveur de la philosophie. C'est signe d'enrichissement, signe de fécondité, de créativité et de savoir-faire. Pour simple raison, en philosophie, la vérité n'appartient ni à Hegel, ni à Kant, ni à Nietzsche. Et pour philosopher, il faut comprendre que nul ne détient le monopole de la vérité. Donc, si tous les philosophes recherchent la vérité à leur manière, on peut comprendre d'une part que même avec ces confrontations, ça peut permettre de mieux accéder à la vérité, comme le voulait Hegel avec la dialectique. Mais plus encore, quelle que soit cette différence des arguments, quelle que soit la différence des positions, on sait que tous les philosophes semblent jouer dans le même terrain. Pour simple raison, ils ont tous un dénominateur commun qui est la raison. Toute thèse philosophique se repose sur la cohérence, sur la logique, sur l'argumentation certaine et solide. C'est dire véritablement que donc, même s'ils s'opposent d'une part dans leur argument, on sait qu'il y a toujours une part de rationalité, de cohérence, mais également, en tout cas, un raisonnement qui est logique. Plus encore, les philosophes ne sont pas de la même époque. C'est pourquoi ils ne donnent pas les mêmes réponses. On ne peut pas véritablement demander à Kant ou à Hegel de résoudre nos problèmes actuellement. Ce qui veut dire quoi? Que si chaque philosophe, et d'ailleurs les philosophes ne sont pas de la même époque, c'est pourquoi ils ne donnent pas les mêmes réponses, mais chaque philosophe tente de faire une table rase en essayant d'apporter des réponses apodictiques par rapport aux réalités de son temps. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas les mêmes réponses, c'est la raison pour laquelle également que la différence idéologique ne semble pas compromettre, mais plutôt milite en faveur de la philosophie. Et d'ailleurs, c'est ce que va nous rappeler Hegel. Il rappelle même tout simplement que donc ceux qui critiquent la philosophie sous prétexte qu'elle est plurielle, il les compare même à titre métaphorique avec en tout cas ce malade à qui on a prescrit un médicament sous prétexte qu'il doit prendre le fruit. Il va tout simplement au marché refusant de prendre les pommes, les cerises et les bananes sous prétexte que ce n'est pas le fruit mais c'est des fruits. Ce dernier n'a rien compris de sa prescription médicale. Il verra sa maladie s'aggraver et s'il ne fait pas attention, il meurt. C'est dire véritablement que cette différence idéologique ne semble pas en tout cas compromettre la philosophie mais plutôt milite en faveur de la philosophie. On se rappelle aussi avec Kant que la philosophie est tout simplement un champ de combat où se livrent ces batailles sans fin. Mais attention, il ne s'agit pas tout simplement d'une guerre ou d'une bataille sauvage où on se donne des coups de poing ou des coups de tête, mais c'est des coups d'intelligence. D'autant plus que chaque philosophe essaie de bâtir son œuvre sur la ruine d'un autre penseur. Et je pense que la philosophie semble être une quête perpétuelle de la vérité. Dans ce cas, le fait de freiner la vérité pourrait compromettre la vérité. Donc la philosophie, elle se veut ouverte, elle se veut critique, elle se veut tout simplement... D'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi la philosophie refuse même le domaine du sacré. Elle est sacrilège, elle est critique, elle est subjectivité, elle est le domaine des opinions personnelles. Donc loin de constituer une vérité, l'idée qui affirme que la différence idéologique pourrait compromettre la philosophie se nourrit même de la pluralité, la philosophie se nourrit même de la contradiction. Les philosophes ne semblent pas s'entendre, même s'ils n'ont pas les mêmes avis. Il faut tout simplement retenir tout simplement que les philosophes jouissent tout simplement dans la logique qui permet tout simplement d'atteindre et d'accéder à la vérité. Je ne saurais terminer sans autant remercier tout simplement, je vais vous remercier de m'avoir remercié, mais aussi je vais remercier encore infiniment le site Ndaragni. Je pense que c'est des jeunes qui sont déterminés à servir la région, des intellectuels, des jeunes intellectuels déterminés à servir la région, à jouer un rôle important. Et je pense que donc là, c'est un chemin à suivre. En collaboration avec, comme je ne cesse de le dire, avec Ousmane Diallo, j'ai toujours dit que ma politique a toujours été tout simplement de servir aux élèves. Donc quand ils ont eu à me proposer l'idée, c'est pourquoi je n'ai pas hésité. Donc, et alors, il faut suivre. En tout cas, c'est juste une première séance. On continuera, Inch'Allah, de vous servir d'ici là. En tout cas, je vous souhaite bien des choses. Merci. Voilà. Voilà, donc, voilà, je voulais aussi vous inviter à vous abonner massivement et tous les élèves, Inch'Allah, rien qu'au renforcement véritablement, donc il y a presque 172 élèves, Inch'Allah, à partir de demain, je vais interpeller et inviter tout le monde. À l'école aussi, là où je sers, je vais aussi parler avec des collègues. Je pense qu'aussi, ils vont intervenir tout simplement parce qu'on est là pour servir les élèves. Et je pense que donc, tout simplement, ça peut être bénéfique et ce sera bénéfique. Comme d'habitude, en tout cas, on aurait à vous offrir le meilleur et vous aurez les meilleurs résultats, comme d'habitude. Merci.